bonsoir. Algérie, référendum le 3 novembre prochain pour modifier la Constitution. À l'Assemblée nationale, Roland Dumas exprime la solidarité de la France. Le sud-est sous l'orage, 2 enfants étouffés par la boue la nuit dernière en Ardèche, le plan Orsec maintenu dans le Gard. La chute de la Banque de commerce et de crédit international, pour la première fois, des banquiers de haut vol tombent pour avoir blanchi l'argent de la drogue. Ils dormaient dans leur chambre du pavillon familial Auteuil. Ils étaient frères et sœurs, ils avaient 13 et 9 ans. Ils sont morts étouffés par un torrent de boue qui dévalait la colline. Cela s'est passé hier soir en Ardèche. 2 morts donc, un disparu, un blessé grave, des maisons inondées, des routes coupées. Tout le sud-est de la France a été battu par des pluies diluviennes qui ont gonflé fleuves et rivières. Le plan Orsec est toujours déployé dans le Gard et une cellule de crise a été mise en place à la préfecture de l'Isère. Claude Régent. Des pluies torrentielles sur un terrain escarpé, c'est l'explication du drame qui a provoqué la mort de Nathalie et Ludovic dans leur maison familiale du Teil. Un pan de la colline a glissé, la boue a emporté leur chambre. Ils ont été ensevelis carrément par la boue et par les débris de murs et d'arbres là. Enfin. Plus au sud, au bord de l'Ardèche, un jeune homme a été emporté par les eaux d'un torrent après la rupture de cette berge. Il tentait de secourir les occupants de ces caravanes, surpris par la brutale montée des eaux. Un jeune qui vit à Saint-Martin a voulu aller leur aider et il s'est noyé. Il a été emporté par le courant du ruisseau, pas de l'Ardèche. Ces pluies très violentes rappellent le phénomène climatique connu il y a 10 jours à Nîmes. Le nord de l'Isère a subi lui aussi des trombes d'eau la nuit dernière. Ainsi, à Bourgoin-Jallieu, la Bourbre est sortie de son lit. La circulation automobile a été coupée une grande partie de la matinée sur l'autoroute Lyon-Grenoble. Ce soir encore, la liaison ferroviaire n'était pas rétablie entre les deux villes. Laurent Cabrol nous en dira plus tout à l'heure, mais de nouveaux orages sont à craindre demain et la fin de la semaine pourrait être pire encore dans les régions sud-est. L'Algérois se calme, la Kabylie s'embrase. Comme prévu, l'état de siège a été officiellement levé ce matin à Alger, mais à Tizi Ouzou, de violents affrontements ont eu lieu cet après-midi entre des manifestants hostiles au régime et ceux qui exprimaient leur soutien au président Chadli. Les forces de l'ordre sont intervenues. Le sang dans la rue, pourtant, fait bouger le régime algérien. À Alger, ce soir, la présidence a annoncé 2 référendums populaires. Un premier, le 3 novembre prochain, qui modifiera la Constitution et rendra le gouvernement responsable devant l'Assemblée. Un second, quelques semaines plus tard, qui entérinera ou non les réformes politiques sur lesquelles se sera accordé le congrès national du parti unique. D'ici là, les tensions seront rudes sûrement entre réformistes et conservateurs. Journée calme à Alger, où pourtant l'armée et les chars restent très présents. Le compte-rendu dès l'aube de Jacques Merlino et Jean Cornu. 6 heures du matin en plein cœur d'Alger, couvre-feu et état de siège viennent d'être levés. Voici la première image du retour à une vie normale. Côte à côte, au bar, les policiers, mitraillettes en bandoulière, boivent leur café avec ceux qui sans doute hier encore participaient aux manifestations. La nuit a été calme, troublée seulement par le bruit des convois militaires quittant la capitale. Et ce matin, nous avons pu constater que le dispositif militaire était considérablement allégé sans être complètement supprimé. Environ 1 char sur 3 est encore en position, mais les soldats semblent beaucoup plus détendus et bavardent avec les passants. Les services de nettoyage ont travaillé rapidement, il n'y a plus de carcasses de voitures brûlées et les restes des barricades ont été balayés. Les Algériens avec lesquels nous avons bavardé ce matin nous ont exprimé leur confiance dans ce retour au calme. Comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Comme si rien s'était passé. Si rien qui s'est passé, oui. Si rien qui s'est passé. Oui, ça va, oui. La course a repris comme d'habitude. On a ouvert à 5 heures. Il y a envoyé des clients. C'est bien. Les gens, ils sont gays. Reste que de nombreuses arrestations ont été effectuées hier et une forte inquiétude subsiste dans les milieux intellectuels. Tous demandent que soient assurées de meilleures garanties de justice.
Oui, des arrestations se seraient donc multipliées ces derniers jours dans des milieux très divers, intellectuels, mais aussi membres de la Ligue des droits de l'homme et frères musulmans. Les autorités restent muettes sur la question. À Alger, comme à Oran, la population qui ne peut pas compter ses morts et récupérer leurs dépouilles est traumatisée. Martine Laroche-Joubert. Après les émeutes d'Oran, menées surtout par des enfants et des adolescents, vient maintenant le temps des arrestations, plusieurs centaines ici. Difficile d'évaluer le nombre des morts, une quarantaine peut-être. L'armée refuse pour le moment de rendre les corps aux familles. On les a vus à l'hôpital et il y avait des gens de 17 ans, des enfants de 17 ans, et même moins que ça, c'est-à-dire 4 ans, 8 ans. Touchés par balle et... Ça a été un véritable massacre. Là, je suis sûre que toutes les mères de famille sont d'accord avec moi. C'est difficilement acceptable. Et vous pensez que le discours qu'a prononcé Chebli va régler, apaiser ces mères de famille qui ont perdu leurs enfants? La perte d'un enfant ne s'apaise pas facilement. Pas même avec un discours présidentiel. Le quotidien officiel algérien El Moudjahid s'en prend avec violence aujourd'hui aux journalistes occidentaux, coupables selon lui de mener une entreprise de désinformation et d'intoxication haineuse depuis une semaine. L'ambassadeur de France a été convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères pour entendre les protestations officielles, après les propos pourtant bien mesurés tenus hier soir par le ministre de la Coopération Jacques Pelletier qui parlait d'une révolte des jeunes contre le manque de démocratie. C'est dire l'extrême susceptibilité des autorités algériennes à l'égard de ce qui est dit à Paris, c'est dire aussi l'extrême prudence du gouvernement français qui s'est enfin exprimé tout à l'heure à l'Assemblée nationale par la voix du ministre des Affaires étrangères Roland Dumas. La France, a-t-il dit en substance, se doit de marquer sa solidarité avec l'Algérie et chaque terme de son allocution était pesé. Jean-Louis Le Sel. Il aura fallu attendre 10 jours de troubles en Algérie pour que la représentation nationale se saisisse enfin du dossier par le biais des questions d'actualité. Premier à monter au créneau, un homme qui s'est fait connaître pour sa défense des droits de l'homme. Qu'est-ce que le gouvernement français compte dire et faire d'utile? Et je précise, de façon à ce que les choses soient claires, que je ne crois pas que la règle puisse être qu'on donne des leçons quand c'est loin et qu'on se tait quand c'est près. Malgré la précision de la question, la réponse sera on ne peut plus diplomatique. Nous espérons que les réformes annoncées apporteront le soulagement attendu. Mais il reste que la communauté internationale, et à commencer par la France, se doit de marquer sa solidarité avec l'Algérie en l'aidant dans cette période si difficile. Le gouvernement y pourvoira. Par la voix de leur président, Louis Mermaz, les socialistes eux-mêmes reviendront à la charge et ils hésiteront à applaudir la réponse du ministre. Dans les couloirs, personne n'est content, à commencer par les socialistes. Rien, absolument rien, ne peut expliquer ni justifier cette attitude. Ce sont des actes qu'il faut condamner. Nous sommes un peu surpris qu'il n'y ait pas eu une réponse plus nette de la part du gouvernement. Je pense que le gouvernement doit lui aussi, avec beaucoup de fermeté, faire appel à l'esprit de tolérance, sans pourtant, en effet, s'ingérer dans les affaires qui sont des affaires extérieures à notre pays. Je pense que le gouvernement français doit se sentir particulièrement appelé à aider à la réussite des réformes que va tenter le gouvernement algérien. Tant d'années après, il est curieux de constater qu'à l'Assemblée nationale, le simple fait d'évoquer l'Algérie trouble toujours autant l'ensemble de la classe politique française. Et ce soir, à l'issue de son bureau exécutif, le Parti socialiste exprime par la voix de Pierre Mauroy quelques nuances par rapport à la position officielle du gouvernement. Lié entre nos deux peuples. Nous souhaitons que les autorités algériennes trouvent la voie de l'apaisement. Le Parti socialiste suivra avec vigilance le sort qui sera fait aux centaines de personnes arrêtées. C'est en répondant aux revendications légitimes de la population que la société algérienne se préservera au mieux des excès et des aventures et évoluera vers des pratiques démocratiques et un développement nécessaire.
La gauche se prépare au municipal. Le Parti communiste a accepté ce soir le principe d'une rencontre proposée par le Parti socialiste qui s'était ému du comportement communiste lors des élections cantonales. À l'Assemblée nationale ce soir, les députés devraient à la quasi-unanimité adopter le premier grand projet social du gouvernement. Il s'agit du revenu minimum d'insertion. Le texte initial a dû être révisé plusieurs fois à la demande des députés socialistes. En Conseil des ministres ce matin, plusieurs projets ont été adoptés qui, dans des domaines très différents, seront mis en application prochainement. Commençons par les mesures qui vont être prises en faveur des personnes âgées. L'objectif prioritaire du ministre, Théo Braun, est d'améliorer, dans une société où les familles sont de plus en plus éclatées et parfois même indifférentes, d'améliorer la prise en charge des vieillards. Une pratique se développe qui est celle des familles d'accueil et qu'une loi devra bientôt réglementer. Ève Mété. Toi, t'es fragile en plus, hein. Elles sont trois personnes âgées de 58 à 87 ans à vivre au domicile de monsieur et madame Drouillet, à Flé, dans la Sarthe. L'une a été confiée ici par sa propre famille, les deux autres par l'hôpital de Château-du-Loir, qui jugeait inutile la poursuite de leur hospitalisation. Claude Drouillet est au chômage. Il touche l'allocation fin de droit, soit environ 2000 francs par mois. L'accueil des trois personnes âgées apporte à la famille 13 200 francs supplémentaires. Il n'est pas trop chaud, Marie, hein? Non, il ne brûle pas. Il ne brûle pas. Pour nous, ça nous permet quand même de joindre les deux bouts, étant donné que mon mari est au chômage et que, bon, il fallait qu'on travaille, il fallait que quelqu'un travaille finalement. Hein. Bon, ben, si bien que ça nous permet de faire, bien sûr, des petites choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire autrement. Mais ça me donne quand même du travail aussi, hein, parce que 3 personnes, c'est quand même de l'occupation. Là, en ce moment, j'en ai une qu'il faut que je lui donne à manger, parce qu'elle ne peut pas marcher en ce moment. Donc, il faut que je lui donne à manger matin, midi, soir. Bon, il faut que je la lave, il faut que je lui fasse tout, finalement. Hein. Les 3 pensionnaires de monsieur et madame Drouillet se disent bien soignés, même si certaines semblent subir la situation plutôt que l'avoir choisie. Pour moi, j'ai retrouvé une famille et c'est très bien. Je me sens revivre, c'est le cas de dire. Je crois que c'est la première fois dans mon existence que je suis aussi tranquille. C'est vous qui avez décidé d'être ici? Ben, c'est mes enfants. C'est mes enfants qui s'occupent de ça d'abord. C'est mon fils qui lui s'occupe de ça. Vous avez retrouvé une famille ici? Un peu quand même. Ça ne fait pas comme ses enfants à soi-même. Ça ne fait pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Quelques centaines de familles en France accueillent aujourd'hui des personnes âgées moyennant finance. Le gouvernement entend développer la formule et la réglementer pour éviter certains abus. Autre projet adopté ce matin au Conseil des ministres, celui d'une nouvelle loi sur l'audiovisuel qui va instituer un conseil supérieur à la place de l'actuel CNCL. Le futur CSA sera composé de 9 membres de moins de 65 ans désignés par le président de la République, le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Ils auront des pouvoirs et des moyens accrus, notamment en matière de sanctions. La création de cette nouvelle instance ne mettra pas fin au mandat des présidents des chaînes publiques, a-t-il été précisé. Pour François Léotard, qui avait signé la loi précédente, le processus de nomination des membres constitue un authentique retour en arrière. Troisième projet adopté ce matin, celui-là à l'initiative de Roger Bambuc, ancien champion olympique et secrétaire d'État au sport. Un projet de loi sur le dopage. L'objectif, au-delà des sanctions et des contrôles, inciter le mouvement sportif dans son ensemble à prendre ses responsabilités. Et 3 sports de plus vont faire l'objet de contrôles, le tennis, les courses automobiles et le football. Jean Mamère. Dopage, dégage. C'est donc ce que souhaite le ministre des Sports et ce dans toutes les fédérations. Quelques-unes, comme celle du tennis, ne se sont pas toujours senties concernées vraiment par ce phénomène. D'autres, comme le football, sans montrer un enthousiasme débordant, se sont pliées au contrôle à la fin de quelques rencontres internationales. Mais elles n'ont jamais voulu se pencher vraiment sur le problème. Retranché derrière l'argument du sport collectif qui masque les carences individuelles, le football moderne est pourtant devenu exigeant pour l'organisme. Il peut justifier lui aussi le contrôle inopiné à la fin d'un entraînement. Moi je suis totalement d'accord. C'est sûr que ça demandera beaucoup de crédit, beaucoup d'efforts de la part des uns et des autres. Mais si ça peut enlever toute suspicion et puis si ça peut permettre aux jeunes de voir que des athlètes de haut niveau font des performances en étant sains de corps et d'esprit, il faut le faire.
Autre cible, l'automobile. Jouer avec sa vie à 300 km/h ôte a priori toute idée de dopage chez un pilote. Et pourtant, la suspicion règne. Ce docteur allemand qui suit de très près certains pilotes est suspect. Les faiblesses répétées sur un podium du Britannique Nigel Mansell, comme ici à Brands Hatch en 87, ont jeté la suspicion. Néanmoins, la Fédération internationale reste de marbre, tout en s'avouant vigilante. Quant à la Fédération française, qui a d'ailleurs le même président, elle rejette toute accusation de non-collaboration. Il y a eu 7 contrôles antidopage cette année sur le plan de la Fédération française, et tous qui ont été faits de façon inattendue, absolument. Donc au plan français, nous appliquons totalement les directives du ministre. C'est un bon point, mais le nettoyage complet n'est pas encore pour demain. Gare aux embouteillages demain à Paris, pris entre les grèves et les manifestations à la RATP. Les négociations en direction intersyndicale ont échoué. Le trafic a été à nouveau perturbé aujourd'hui à l'appel de la CGT sur la ligne A du RER. Et des préavis de grève ont été déposés pour demain et vendredi sur les lignes A et B. Prenez donc vos précautions si vous êtes concernés. Les infirmières défileront à nouveau demain en 2 formations distinctes, celle de la coordination et celle des syndicats. Si les manifestations sont terminées, les négociations au ministère de la Santé devraient reprendre demain soir. Manifestations encore à Paris de la République à la Nation, en solidarité avec le peuple algérien, à l'appel d'une vingtaine d'organisations politiques, syndicales et humanitaires, donc demain. Los Angeles, 6 tonnes de drogue saisies d'un coup, valeur près d'1,5 milliard de francs. 8 Colombiens ont été arrêtés, sans doute les sbires du fameux cartel de Medellín. Mais c'est une autre prise qui mérite ce soir qu'on s'y arrête en détail, car il s'agit véritablement d'un triomphe dans la lutte impossible contre l'empire de la drogue. Pour la première fois, une banque tout entière, et non des moindres, est officiellement accusée d'avoir consacré l'essentiel de ses activités à blanchir l'argent récolté en masse par les trafiquants de drogue. 90 personnes inculpées en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. 40 autres arrêtés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Argentine. 2 ans d'enquête menée en collaboration étroite par les douanes américaines, britanniques et françaises. Toute la rédaction d'Antenne 2 à Paris et à l'étranger s'est mobilisée pour vous raconter cette énorme affaire au ressort de feuilleton. Tête baissée, menottes aux poignets, ces hommes sont des banquiers, pas tout à fait comme les autres. Leur banque, une blanchisserie plutôt, servait à recycler l'argent sale, l'argent de la drogue, celui des trafiquants colombiens. Cartel de Medellín, un nom associé au plus gigantesque trafic de cocaïne de la planète. Le problème de ces trafiquants n'ont pas l'écoulement de la drogue, mais l'écoulement de l'argent. Il leur faut alors trouver une banque qui accepte de fermer les yeux sur l'origine de ces millions de dollars. Et c'est là qu'entre en scène la BCCI. Société anonyme créée en 1972 par des Pakistanais, elle est aujourd'hui la 7e institution financière privée au monde. Derrière cette façade, un centre administratif. Les employés se taisent. Le gouvernement luxembourgeois affirme qu'aucun argent douteux n'est passé par la BCCI. Dans ce grand-duché, souvent synonyme de paradis fiscal, le secret bancaire existe. Mais officiellement, aucun compte n'est anonyme. L'argent de la cocaïne serait donc ailleurs, dans une des 32 filiales, celle de Miami qui dépend des îles Caïmans, à Paris ou à Londres. À Paris, les 3 dirigeants de la filiale française ont été arrêtés après plusieurs mois d'enquête menée par les douaniers, alertés par leurs collègues américains. Des saisies ont donc été effectuées par les services des enquêtes douanières qui ont porté sur un certain nombre de comptes, de dépôts, de dossiers bancaires qui représentent environ une 50aine de kilos et qui sont actuellement en cours d'exploitation. Les documents saisis prouvent notamment que plusieurs comptes de clients étrangers servaient au recyclage de l'argent de la drogue. À Londres, ces 2 hommes, messieurs Baraksar et Ali Akbar, ont été mis à la disposition de la justice. L'un comme l'autre travaillait pour la Banque de Crédit et de Commerce Internationale. La Banque de Crédit et de Commerce Internationale à Londres comprend 29 agences, servant surtout la nombreuse communauté asiatique. Elle s'est développée si rapidement en 10 ans que la Banque d'Angleterre s'en est alarmée. La filiale anglaise de la BCCI a-t-elle joué un rôle particulier dans ce blanchissage de l'argent de la drogue? On n'en sait rien. Ce que l'on sait, c'est que les douaniers américains sont venus souvent ici à Londres et se sont intéressés de très près à ce qui se passait en Grande-Bretagne. William Von Raab, patron des douanes américaines, explique carte à l'appui le mécanisme de l'opération Sea Chase. Pendant 2 ans,
ces agents se faisant passer pour des trafiquants de drogue ont organisé 102 transferts de fonds pour un total de 32 millions de dollars sur les comptes de la BCCI à Tampa en Floride, puis au Panama. Une piste qui conduit directement au général Manuel Noriega, l'homme fort du Panama, la bête noire de la justice américaine. Noriega est d'ailleurs inculpé en Floride pour ses liens avec le cartel de Medellín, les pourvoyeurs de la cocaïne en Colombie. C'est un succès unique par son ampleur. Surtout, il couronne une coopération sans précédent entre services américains, britanniques et français. Je suis très fier de mes douaniers, a déclaré tout à l'heure le ministre du Budget. Et Michel Charasse a ajouté avec la verdeur de langage qu'on lui connaît, les mecs qui empoisonnent la jeunesse avec la drogue et qui se font du fric là-dessus, on va la leur faire bouffer, a-t-il dit. Monsieur Leroy, bonsoir. Vous êtes juge d'instruction au tribunal d'Évry. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes français en matière de trafic de drogue. Alors, expliquez-nous, le blanchissement de l'argent, c'est bien devenu le principal problème des trafiquants. Absolument, notamment pour les trafiquants de cocaïne. Vous savez qu'après avoir saturé le monde anglo-saxon, les trafiquants de cocaïne s'intéressent à la France et aux pays latins. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait un marché potentiel considérable et d'autre part, ils ont remarqué certaines faiblesses de nos systèmes bancaires qui permettent justement facilement ce blanchissement. D'autre part, nous avons chez nous un milieu qui est intéressé dans la mesure où il achète 80 000 francs le kilo de cocaïne qu'après coupage, il peut revendre jusqu'à 2 milliards de centimes. Donc nous avons actuellement un phénomène qui ne va probablement qui ne va cesser de croître dans les temps qui viennent. Alors, dans un contexte d'ailleurs d'autant plus préoccupant, si l'on se réfère à ce qu'on a vu aux États-Unis, car le milieu colombien, qui est très structuré, s'intéresse aux pays comme la France où le milieu ne l'est pas. On a vu par exemple qu'en Italie, il y a une forte résistance de la mafia qui empêche leur implantation. Or, la mafia vieillissante américaine n'a pas su leur résister et je crains que le milieu français, qui est en pleine restructuration, se trouve dans la même situation. Alors, est-ce que ça veut dire, monsieur le juge, qu'on peut s'attendre en France à de nouvelles affaires de ce genre et peut-être de cette ampleur? Alors, oui, à la fois parce que notre législation maintenant réprime le blanchissement de la drogue, le concours à des opérations de placement, de dissimulation, de conversion du produit du trafic, la facilitation de la justification mensongère de l'origine des fonds, cela fait encourir 2 à 10 ans de prison. Et d'autre part, nous constatons que des trafiquants de notre pays qui achètent par exemple 100 kilos de cocaïne pour 800 millions de centimes doivent faire passer une telle somme en Amérique du Sud. Ils ont remarqué que des pays comme le Luxembourg, la Belgique ou l'Espagne ont un système bancaire qui permet des opérations relativement faciles. Alors, ces trafiquants s'intéressent à la fois au système boursier, le système de change, et d'autre part, les placements bancaires. Et enfin, ils utilisent le système dit des banques offshore, qui sont des banques qui ont pour caractéristique de ne pas dépendre de la législation du pays où ils se trouvent. Exemple, Jersey, les Bahamas, les îles Caïmans, etc. Toute l'astuce consiste donc à démarrer à partir de pays comme le Luxembourg et ensuite à multiplier les transferts d'une banque à une autre à travers le système offshore pour compliquer les recherches. Alors, de plus, au niveau des banques luxembourgeoises par exemple, ils utilisent la création au coup par coup de sociétés dites d'import-export où ils ont recours à des personnes qui servent de prête-nom. Monsieur le juge, merci pour ces précisions passionnantes qui prouvent à quel point ce trafic est devenu d'une extrême sophistication. En Corse, l'Assemblée régionale siège depuis hier. Au moment où, vous le savez, le comité interministériel mis en place par le gouvernement doit entreprendre le développement à long terme de l'île. Les parlementaires corses ont examiné aujourd'hui un projet précis qui illustre bien les difficultés des accords locaux. Dominique Verdeillan. Au sud de Bastia, l'étang de Biguglia. 1500 hectares aujourd'hui à l'abandon sont l'objet de bien des convoitises. Celles d'entrepreneurs locaux comme ici Paul Nathalie. Son ambition, faire de ce cordon lagunaire un nouveau port Grimaud. Son objectif à moyen terme, 30 000 lits et l'implantation de nombreuses PME.
Un projet éloigné de celui qu'ambitionne la région, qui souhaite acheter le terrain pour en faire une réserve naturelle protégée. Un terrain mis à prix 15 millions de francs, mais c'est la société italienne Pirelli qui pourrait le 20 octobre prochain emporter le morceau. L'Italie, par où arrivent aujourd'hui plus de passagers européens que par la France, d'où l'urgence dans la perspective européenne de 93 d'élaborer un plan global de développement et un schéma d'aménagement de l'île. Schéma de développement ou pas, rien ne pourra se faire en Corse du point de vue de l'activité économique tant qu'on n'aura pas réglé le problème des transports et tant qu'on n'aura pas réglé celui de l'infrastructure hôtelière. Ça, c'est clair. Développement, oui. Tourisme, oui. Mais pour les nationalistes, pas à n'importe quel prix. Aujourd'hui, on considère notre pays comme zone de consommation. On va en faire un brosodrome de l'Europe, où nous serons peut-être un peuple de barman, un peuple de caddies pour certains golfs. Et nous avons une autre ambition pour notre pays, pour notre jeunesse, que d'être des gens de plus en plus marginalisés sur notre propre sol. Nous voulons gérer nos affaires. Agacé par un certain immobilisme, par une certaine lenteur chez les élus corses, le gouvernement a donné à l'Assemblée régionale jusqu'à la fin de l'année pour l'établissement de ce schéma, menaçant sinon de prendre le dossier en main. Ce développement économique nécessite des hommes. Et des hommes, nous en avons. Ils sont à l'extérieur, qu'ils soient corses d'ailleurs ou continentaux. Il faut donc inciter les gens à revenir sur place. Le plan de développement économique devrait apporter dans ce pays la paix civile. Et si la paix civile existe dans ce pays, il n'y a aucune raison, absolument aucune raison que ce pays ne se développe pas. Paix civile, trêve, des mots qui depuis plus de 4 mois font que les Corses vivent en état de grâce. L'affaire des fausses factures du Parti socialiste dans le Rhône, une ordonnance de non-lieu a été rendue aujourd'hui. Emmanuel Vanier. Fin des poursuites judiciaires contre le dirigeant d'entreprise et contre 2 responsables du Parti socialiste du Rhône, Yvon Deschamps et François Diaz. Les 10 hommes avaient été accusés il y a un an d'avoir utilisé des fausses factures d'un montant de 800 000 francs pour financer la campagne des élections législatives. Jacques Ami, juge d'instruction, a estimé que ces infractions devaient être amnistiées après la loi de juillet dernier. Il a donc prononcé le non-lieu. Cependant, un autre juge d'instruction lyonnais, Georges Fenech, affirme détenir des documents qui lui permettraient de maintenir l'inculpation des 2 responsables du PS. Robert Delcup s'est suicidé dans sa cellule de la prison de Clermont-Ferrand hier soir. Le meurtrier présumé de Ludivine, 9 ans, violé et tué en septembre dernier, s'est pendu en accrochant un drap au barreau. Robert Delcup avait été isolé après des menaces de mort émanant des autres prisonniers. Il devait être transféré aujourd'hui même dans une prison plus moderne et plus adaptée à son cas. 8 mois de prison avec sursis et 20 000 francs d'amende pour fraude fiscale. Anthony Delon avait oublié de déclarer ses revenus en 83, 84 et 85. Le fisc, alerté par le train de vie doré du jeune homme, lui réclamait 800 000 francs. Les magistrats ont donc été beaucoup plus cléments. Ils ont estimé qu'Anthony était si jeune au moment des faits que cela pouvait constituer une circonstance atténuante. C'est une lune de miel qui règne désormais entre Paris et Moscou, à en croire les ministres des Affaires étrangères, soviétiques et français, à l'issue de la visite officielle à Paris d'Édouard Shevardnadze. Plusieurs dossiers importants ont été examinés et les positions se sont rapprochées sur le désarmement, les conflits régionaux et les relations culturelles, comme les 2 ministres l'ont expliqué tout à l'heure lors d'une conférence de presse. Monsieur Shevardnadze est reparti ce soir pour Moscou. En tout cas, la culture soviétique est à l'honneur à Paris ces temps-ci, à l'invitation du festival d'automne. 4 troupes de théâtre de Moscou et de Leningrad, les meilleures du pays, sont en représentation, notamment le théâtre d'art de Moscou, l'équivalent de notre comédie française. Michel Strulovici et Noël Alexandre ont suivi Oleg Efremov répétant l'oncle Vania de Tchekhov. Voici l'avant-garde de la ruée russe sur Paris. Un déferlement de plusieurs centaines d'acteurs, metteurs en scène, cinéastes, écrivains, musiciens venus de Moscou nous présenter le visage de la culture perestroïka, du jamais vu. Oleg Efremov et son théâtre d'art ouvrent le bal avec Tchekhov, l'écrivain qui a érigé les gens simples en héros de drame. Ce choix ne doit rien au hasard pour les partisans du nouveau cours de l'histoire soviétique. Un symbole à la mesure d'Efremov lui-même, ce créateur pendant 30 ans en lutte contre le glacis des bureaucrates. Avant Gorbatchev, la liberté de création était des plus difficiles. Il fallait pour créer surmonter de très nombreux problèmes. Mais il s'avère que la liberté est encore plus difficile. Maintenant, il faut répondre par soi-même de tout. Cette responsabilité, cette liberté nouvelle n'est pas facile à assumer.
Un directeur de troupe, héros de la perestroïka, rien d'étonnant. En Russie, le miroir de la société, de ses problèmes, de son degré de liberté, c'est le théâtre. À Moscou, quand le théâtre va, tout va. Parcours obligé de ces ambassadeurs d'un type nouveau, la Tour Eiffel. Mais l'inédit, c'est l'importance désormais accordée à ce lieu symbolique, le parvis du Trocadéro, le parvis des droits de l'homme et des libertés. Vous savez que chez nous, c'est la glasnost et la perestroïka. Nous espérons, nous faisons tout pour que nous aussi, enfin, nous puissions profiter de toutes les libertés. Toutes les montres sont-elles à l'heure de la perestroïka à Moscou? Ces acteurs sont un des moments de la bataille en cours. De l'émotion et de l'oxygène demain matin tôt, plutôt peu d'oxygène, avec Roger Zabel. En direct dans Télématin, Didier Régnier, qui est déjà à 8000 mètres d'altitude dans le massif de l'Everest, nous fera vivre donc en direct la dernière étape de l'ascension des 2 guides français de l'expédition Sagamorta. Un rendez-vous à ne pas manquer donc demain dans Télématin. Voilà rapidement les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Évry. Vous allez les découvrir sur votre écran. Les voici: le 13, le 2, le 3, le 9, le 4, le 8, le 11 et le 12. À 23h20, vous avez rendez-vous avec Henri Sagnier pour notre dernier journal. Demain, donc, 6h45, Roger Zabel et toute l'équipe de Télématin. Dans un instant, le temps avec Laurent Cabrol. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 20h.